bienvenue dans le moteur. Comme le veut la tradition maintenant, depuis 4 ans, toute l'équipe de moteur vous accueille sur le toboggan ordonné pour la course la plus palpitante de la saison, les Proximus 24 heures de Spa. Nous sommes donc à Francorchamps pour les Proximus 24 heures de Spa. Un plateau exceptionnel avec des Mossler, des Salines, des Lister, Chrysler, Ferrari et puis une autre belle américaine, une Corvette, pilotée entre autres par Frédéric Bouvy. Fred, présente-nous un petit peu ce team, c'est une petite surprise de te voir là. Eh ben, je roule, c'est le Patrick Slack Racing. C'est Patrick Sloos qui en a la gestion pour les 24 heures ici. Et c'est une Corvette C5 qui est la dernière construite, c'est la modèle 007. Qui était le mulet des vainqueurs du Mans de cette année, donc c'est une toute dernière. C'est une voiture qui est, de ce que j'ai conduit en voiture de course, à part une Formule 3000 de Kurt Mulliken, c'est la belle voiture que j'ai eu l'occasion de conduire. C'est presque 700 chevaux en calibre, c'est monstrueux. C'est une boîte en H où on n'embraye plus. C'est une boîte qui est aussi grosse qu'une boîte de camion. Une fois qu'on s'assoit dans l'habitacle de la voiture, c'est vraiment, c'est bizarre à dire, mais on se croirait aux États-Unis. C'est l'Amérique, quoi, c'est fabuleux. On annonce une météo pas forcément clémente pour le week-end, donc un engin qui a 700 chevaux, ça va se conduire comment? Oh, ça va se conduire comme d'habitude à fond. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est une voiture qui a quand même, attention, elle a un grand moteur, mais il y a un châssis qui a été développé autour de ça. C'est une voiture, j'ai eu l'occasion là aux essais de conduire un peu sous la pluie, mais c'est vraiment, elle est super agile, elle est très agréable à conduire, elle freine excessivement bien. On a un ABS avec des disques aussi grands que d'une voiture d'origine, donc on a tout pour... et je crois qu'elle est surtout son gros avantage, c'est une voiture qui a été créée et conçue pour faire les vainqueurs du Mans. Donc c'est une voiture qui a été créée pour l'endurance, des courses de 24 heures. Donc elle se veut et normalement elle doit être très très robuste. Le décor est donc planté, les acteurs sont en place. Ferrari a signé la pole position par l'intermédiaire de l'excellent Golin. Et puis dans le sillage de la Ferrari 550 Maranello, Chrysler, Lister et Saline sont en position de force. Place donc maintenant au résumé des premières heures de course, juste après le départ. Un reportage signé Vincent Fronsen, Nathalie Pierrat et Thomas Bastin. C'est par un premier incident inattendu qu'ont débuté ces 24 heures de Francorchamps, avec un départ avorté en raison de l'envol pour le moins précipité de la Ferrari 550 Maranello de Thomas Biaggi, qui n'a pas attendu le feu vert avant d'attaquer la Saline d'Éric Van de Poel. 2 tours plus tard, la meute était enfin lâchée pour de bon sous la conduite de la Ferrari de Fabrizio Golin, qui précédait la Saline de Van de Poel, la Viper de Hesemans et un Thomas Biaggi bien décidé à ne plus trop faire parler de lui. Contre toute attente, les Ferrari entamaient ces 24 heures sur un mode mineur, bien décidés à jouer la carte de la fiabilité. Une situation dont profitait la Saline S7R du Conrad Motorsport, pilotée par Éric Van de Poel, qui prenait la direction des opérations pour creuser un avantage de plusieurs secondes sur le reste de la meute. Le premier fait de course important arrivait après 30 minutes à peine lorsque Mike Hesemans perdait le contrôle de la Chrysler Viper GTSR Festina Force One Racing dans le raidillon. Si les Hollandais volants s'en tiraient sans une égratignure, le bolide que devaient également piloter Anthony Kumpen et Philippe Alliot avait vécu. C'est quelque chose cassé sur la voiture, où un pneu en chose, j'ai fait le raidillon et après je fais vers à droite et il ne marche pas. Il a seulement glissé dehors de la piste. Dans le clan Belmondo, l'émotion était également à son paroxysme avec la 25 de Claude-Yves Gosselin qui s'immobilisait sur la piste en raison d'un problème d'embrayage avant de réintégrer son box pour une réparation en bonne et due forme. L'embrayage qui marchait pas, donc j'étais bloqué en 6e toutes les bouts rapides, donc je pouvais pas rétrograder. Je suis resté en 6 là-haut, ça faisait 5-6 tours, mais là ça a calé. Et tout en bas de la descente, j'ai réussi à la redémarrer en changeant la batterie et tout. C'est un miracle là. Autrement, la voiture est bien. Le début de course marquait également la faillite généralisée des Mossler MT900R, celle du World Center Motorsport renonçant dès le premier tour, bientôt imité par le bolide du Perspective Racing, notamment piloté par Michel Neugarten. Sur la piste, entre 2 apparitions de la safety car et alors que la pluie s'invitait à la fête, la Saline Conrad poursuivait sa démonstration. Éric Van de Poel tenant les rênes de la course avant de céder le volant à Walter Lechner Jr. Vraiment fantastique, elle est parfaite sur la piste. On a un moteur qui marche super bien aussi. Disons qu'on a un gros moteur qui nous permet de prendre les mêmes tours minutes qu'aux essais. Donc on ne perd pratiquement pas de temps par rapport à ce qu'on a fait aux essais.
peut garder le même turbo-régime et ça nous permet d'avoir un rythme assez élevé comparé à d'autres voitures où ils sont obligés de réduire les tours minutes. Dans le sillage de la Saline, on retrouvait la Chrysler Viper, l'arbre compétition de Christophe Bouchu et Vincent Voss, qui précédait un duo de Ferrari 550 Maranello, dont la 9 du JMB Racing, pilotée par Fabio Babini, Philippe Peter et Boris de Richebourg, assurément la bonne surprise de ce début d'épreuve. Sur une piste piégeuse à souhait, nombreux étaient les pilotes à partir à la faute, à l'instar de la BMW Z3 de Stanley Liners, qui s'immobilisait pour le compte après le virage de Bruxelles, de quoi entraîner une nouvelle neutralisation. Au plus fort de l'averse, la Porsche 996 GT3 RS numéro 51 du Freisinger Motorsport, alors pilotée par le Suisse Gabriel Gardel, percutait la Morgan Aerohead de Jacques Lafitte, de quoi provoquer le retrait des deux machines. Fin de course précipitée donc pour notre compatriote Bert Longin, l'équipier de Gardel chez Freisinger. Alors que les conditions de piste étaient tout simplement démentielles, le leadership était occupé de façon inattendue par l'autre Porsche Freisinger, celle de Stéphane Ortelli, Marc Lieb et Romain Dumas, qui profitaient notamment de ses pneus plus étroits pour faire la différence par rapport aux surpuissants bolides de la catégorie GT. Cette Porsche NGT devançait la Viper de Voss, Bouchu, Huisman et Dumais, ainsi que la Ferrari 550 Maranello JMB de Babini, Peter et de Richebourg, qui continuait à faire la nique au bolide similaire de la BMW Scuderia Italia. Parti depuis la dernière place sur la grille de départ suite à un crash lors des essais libres, la Lister Storm de Jamie Campbell-Walter, Tom Cornell, Nathan Kinch et Rob Shirl effectuaient une remontée de tous les diables vers le haut du classement. De son côté, la 15 d'Andrea Piccini et David Sterckx éprouvaient un peu de mal à conserver la trajectoire idéale dans la mare de Francorchamps. Autre bolide à surveiller, la Porsche 996 GT3 RS MK Racing d'Emmanuel Collard, Tim Sungdon et Chris Goodwin, qui profitaient elles aussi des conditions climatiques démentielles pour pointer à l'avant de la course, de quoi confirmer la montée en puissance des NGT. Pour conclure cette avant-soirée, un abandon de marque, celui de la Seat Toledo GT de De Fourny, la vieille et Di Castro, immobilisée au pied du raidillon et incapable de reprendre la piste. On a eu un problème de transmission en sortant des stands. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à remettre le rapport. Et on a franchi la ligne de sortie de stand de 10 mètres. Mais vraiment qu'on franchit la ligne, on doit faire un tour de circuit. Et ça nous est impossible de remettre un rapport de vitesse. Ce qui fait que la voiture est immobilisée et je crois à force sur l'abandon. Pour résumer la première partie de ces 24 heures, on peut donc parler d'inondation et de neutralisation, avec pour résultat un classement pour le moins inattendu. Incontournable de ces courses de 24 heures, donc la nuit qui apporte son lot de faits de course, surtout dans des conditions aussi apocalyptiques. Nous allons donc plonger maintenant tout de suite dans la nuit de ces Proximus 24 heures de Spa 2003. C'est beaucoup d'images, de la magie, des images plus belles les unes que les autres. Et c'est Vincent Franzel et Marc Lacroix qui ont décidé de faire les noctambules pour vous. Avec l'arrivée de la nuit, ces 24 heures de Francorchamps n'allaient pas être moins mouvementées que depuis le départ. Derrière la Porsche 50, toujours prise en chasse par la Viper numéro 1 et la Ferrari numéro 9, le premier fait de course notoire se produisait dans le clan BMW Scuderia Italia. Invaincue cette saison, la Ferrari Maranello numéro 23 renonçait sur casse-moteur. Une issue prévisible tant les rentrées au stand pour tenter de soigner le V12 italien avaient été nombreux jusque-là. Pour la Lister 14, le beau début de course se terminait par une violente sortie de Jamie Campbell-Walter dans le raidillon. Les conditions sont vraiment mauvaises pour l'instant. Moi-même, à la moitié de mon relais, j'ai eu un problème avec l'essuie-glace. Jamie n'a probablement rien vu et il a perdu la voiture. Chez Saline, le bilan se révélait tout aussi négatif puisque les leaders du début de course renonçaient à leur tour. Quand malheureusement France est parti, il manquait une vitesse et puis on a perdu 2 vitesses et puis finalement la voiture est restée bloquée sur la piste, donc c'est terminé. Peu avant 23h, les safety cars rentraient en action pour la 6e fois depuis le départ suite à la sortie de la Ferrari Modena 68 dans le raidillon. Une procédure qui se répétera encore à 2 reprises au cours de la nuit, notamment suite à l'accrochage causant l'abandon de la Lister bleue de Création Autosportif et la Porsche 996 numéro 67 du team Autourlando Sport. 8 minutes à peine après cette dernière interruption d'une demi-heure, une petite alerte était à signaler sur la Chrysler Viper de Vincent Voss. Un arrêt provoqué par un problème d'essuie-glace qui sera remplacé et d'attache capot, lequel se répétera quelques minutes plus tard.
La nuit ne réussissait pas non plus au Ferrari 360 Modena de pointe. C'est ainsi que dans le clan Maranello concessionnaire, on procédait au remplacement de la boîte de vitesse sur la 89, alors que l'équipe JMB sombrait en raison d'une épidémie d'alternateurs noyés. Si la 52 renonçait sur la piste, la 53 parvenait à rejoindre son stand. Je pense que nous avons un problème avec l'alternateur et la batterie. On a eu de la chance de pouvoir rentrer au stand pour réparer le tout, et comme les safety cars sont en action, on ne va pas perdre trop de temps. Alors que la pluie se faisait intermittente et moins intense que plus tôt dans la nuit, la Porsche de tête tentait le pari de chausser des slicks, ce qui permettait à la Viper numéro 1 de passer à nouveau au commandement. Elle n'allait cependant jamais parvenir à creuser l'écart, rendant même la tête de la course à la Porsche quelques instants plus tard. Dans ces conditions changeantes, Vanina X allait se révéler particulièrement brillante. Une prestation qui ne durait pas, hélas, puisque la Belge finissait par atterrir dans un bac à sable, ce qui nécessitait une rentrée au stand non programmée. J'ai chaussé les pneus slick un peu tôt. La piste, ça séchait bien, mais les pneus ont mis du temps à chauffer. Et pendant ce temps-là, dans un dépassement, j'ai dû m'écarter sur la trajectoire mouillée. Et je suis rentrée tout bêtement, vraiment tout bêtement dans le bac à gravier. La seconde Viper l'arbre repartira, mais pour renoncer un peu plus tard, moteur cassé. Ultime coup de théâtre en cette fin de nuit, et non le moindre. Vers 5h30, la Ferrari 550 Maranello de Fabio Babini perdait sa 3e place, après avoir dû subir une longue réparation de sa suspension avant. La Viper de Vos Bouchu-Huisman-Dumé et la Porsche NGT de Ortelli-Lieb-Dumas restaient dès lors seuls devant, avec toujours un avantage pour le bolide de Stuttgart. C'est au plus profond de la nuit des 24 heures que l'on se quitte quelques instants, mais pas de panique, on est de retour après la pub pour vivre la suite de l'évolution, mais aussi le dénouement de ces 24 heures. Nous poursuivons le compte-rendu de ces fabuleuses 24 heures avec les événements du petit matin. Un moment privilégié, nous sommes bien d'accord, mais la route avant la ligne d'arrivée est encore longue, comme on peut s'en rendre compte de nombreux équipages. Vincent Franzen, Thomas Bostin. La bonne nouvelle du début de matinée était assurément l'amélioration des conditions météo, de quoi faciliter quelque peu la tâche des pilotes. Une nouvelle donnée qui ne faisait pas nécessairement les affaires de la Porsche de tête, qui commençait à sentir la pression des bolides de la catégorie GT, nettement plus rapide que les NGT lorsque la piste est sèche. La chasse à la Porsche Freisinger était menée par la Viper l'arbre compétition de Bouchu, Vos, Huisman et Dumé, qui évoluait désormais dans le même tour que Stéphane Ortelli, Marc Lieb et Romain Dumas. Et dans le clan français, l'optimisme était de mise. On n'a pas eu beaucoup de chance durant la nuit, on a eu des petits soucis, rien de très grave. Mais à chaque fois, ça nous a fait perdre du temps dans les stands. Alors sur la piste, on va essayer de remonter. Comme le soleil arrive, ça devrait nous aider parce que notre Viper est normalement plus performante que la Porsche. Pour la Ferrari 550 Maranello rescapée de la BMS Scuderia Italia, le retour de conditions clémentes était accueilli comme un soulagement. En effet, sous la pluie, le bolide italien éprouvait du mal à garder le bon cap, souffrant d'un phénomène d'aquaplaning permanent. On avait beaucoup de problèmes quand il y avait beaucoup d'eau avec les pneus parce qu'on partait en aquaplaning. Et au milieu de la nuit, on a levé la voiture. Ça a amélioré un petit peu la situation. Mais définitivement, ça allait mieux quand Michelin nous a fait des rayes plus larges dans les pneus avant. Et maintenant, la voiture, elle marche très fort. Et on a perdu beaucoup de temps pendant la nuit parce qu'on pouvait seulement rouler très lentement. Et maintenant, la voiture, elle tourne fort et on espère qu'on peut avancer encore dans le classement. Dans le clan du Paul Belmondo Racing, on ne pouvait que se féliciter de la superbe remontée de la 24 de Belmondo, Clérico Cortals éclairé, qui pointait à une excellente 3e place. Pas pour longtemps hélas, puisque la boîte de vitesse rendait l'âme en début de matinée, de quoi faire plonger la belle américaine dans le classement. La boîte commençait à être dure là quand j'ai pris mon relais. Donc on roulait déjà à l'économie là et bon, ça ne l'a pas fait, on va changer la boîte et puis on n'a pas le choix. Enfer et damnation également pour le team JMB, dont la Ferrari 550 Maranello de Babini, Peter et de Richbourg s'immobilisaient à l'entrée de la pitlane F1. L'infortuné Fabio Babini tentait tout ce qui était en son pouvoir pour ramener la voiture à son box, ce qui était finalement possible grâce au concours des commissaires et mécanos. Mais le verdict était là sans appel, moteur cassé, la fin de l'aventure pour l'une des plus belles surprises de ces 24 heures. Quant au combat pour la première place, il allait prendre une tournure plus marquée au cœur de la matinée.
En effet, la Porsche Freisinger Motorsport conservait son avantage d'un peu moins d'un tour sur la Viper Larbre Compétition, profitant d'une consommation moindre, lui permettant de gagner un pit stop sur le reptile américain tous les 3 ravitaillements. Une situation qui permettait à Ortelli, Lieb et Dumas de récupérer dans la pit lane le temps perdu en piste. D'autant que la fin de matinée voyait Vincent Voss réintégrer son stand de manière inattendue. Comme pour la Viper Belmondo quelques instants plus tôt, la boîte de vitesse de la numéro 1 finissait par rendre l'âme, obligeant l'équipe de Jack Lecomte à se lancer dans une opération mécanique de longue haleine. Pour notre compatriote Vincent Voss, c'était la fin des espoirs de victoire à la régulière. On a des problèmes de boîte. Sortie de la source, je pense que la boîte a dû casser et j'ai pu rentrer avec le rapport direct. Et l'équipe est en train de changer la boîte. Le Verviétois n'était pas le seul à la trouver mauvaise. Dans le clan Lister, la Storm numéro 15 de David Sterckx, Andrea Piccini, Gabriele Lancieri et Gavin Pickering s'immobilisaient à son tour en raison d'un énigmatique problème de tenue de cap. Le pilote Pickering vient de prendre son premier relais. Et je sais pas, il dit que d'abord il est rentré, il disait qu'il y avait une crevaison et en fait il est rentré, il n'y avait pas de crevaison. Et maintenant il dit que la voiture a un problème et ils trouvent rien, ils disent que la voiture n'a rien, donc maintenant Piccini monte dedans et il va repartir. Bon, c'est dommage parce que André et moi on a roulé à 2 depuis le départ et juste Gabriel qui a fait un relais. On a roulé toute la nuit et maintenant il a pris la voiture et après un quart d'heure, voilà. Pas beaucoup mieux pour la superbe Chevrolet Corvette C5R de Bouvy, Célestlak, Van Heeroem et Corbusier, qui rencontrait quant à elle des ennuis d'alternateur. Un organe visiblement difficile d'accès, car logé sous la boîte de vitesse. On a juste un problème de courroie. Sur la bobine d'alternateur, il y en a une courroie qui a cassé bêtement. Mais comme l'alternateur est sous la boîte de vitesse, c'est assez difficile, c'est pas très accessible. Toujours en course, la Gilet Vertigo Alpha de Hughes Cupens et Lemray accumulait elle aussi les problèmes, tout en conservant l'espoir d'enfin croiser le drapeau à damier de ces 24 heures de Francorchamps. Finalement, à plus de 4 heures de l'arrivée, c'est sur le visage d'une fille dans la course, la liégeoise Sylvie Delcourt, que se lisait l'une des plus belles satisfactions belges. Au volant d'une modeste Porsche 996 GT3 Cup engagée en groupe 3, l'équipage qu'elle formait avec Loïc Demant, Peter Scarmack et Christian Land flirtait avec le top 10 au général. Depuis le début de la course, on n'a eu aucun problème. On a eu de la chance avec le temps, donc la pluie, les conditions difficiles, ça nous avantage. Ce qui fait que pour le moment, on est 10e au classement et premier de classe. Mais c'est vrai, on n'a eu aucun souci. Dans le clan Freisinger Motorsport, on commençait à décompter les heures de course. Stéphane Ortelli, Marc Lieb et Romain Dumas poursuivant leur folle cavalcade vers une victoire surprise. Un 996 GT3 RS de la catégorie NGT comptait non moins de 5 tours de bond sur la Ferrari de Golin, Capellari, Briner et Calderari. Mais en 4 heures de course, bien des choses pouvaient encore se produire. Les Proximus 24 heures de Spa continuent. Nous sommes maintenant environ midi, dimanche, et nous retrouvons un pilote qui est désormais aussi notre collègue sur RTL, Didier de Radiguez. Bonjour. Alors, après une nuit dantesque, des conditions complètement apocalyptiques, où est-ce qu'on en est maintenant? Un premier bilan? Oh, ça se passe plutôt bien. En tout cas, on est très content d'être là. Encore, ça a très très mal commencé pour nous, puisqu'on a cassé notre moteur de course aux essais. On a cherché un moteur partout, on n'en a pas trouvé. Donc on a été obligé de partir avec le moteur qu'on avait dans le camion, je veux dire, et qui même pas, il était à l'atelier, mais l'atelier étant juste à la frontière, à passer la frontière allemande. On a été chercher, et c'est le moteur qui a fait les 24 heures de Nürburgring, qui a gagné les 24 heures de Nürburgring, qui a fait les essais de Nürburgring, qui a fait le test day ici il y a un mois, qui a fait les essais ici vendredi, et voilà, il a presque tenu encore quelques heures, j'espère qu'il va le faire. Les sensations de pilotage avec des conditions pareilles dans la nuit, avec des engins aussi puissants, ça ressemble à quoi? Ah, c'est chaud, hein. Enfin, c'est des fois froid, mais c'était spécial. Il y a des moments où je voyais rien du tout, mais vraiment rien. On avait de l'eau que quand on suivait une voiture, l'eau rentrait dans l'habitacle, allait sur le pare-brise à l'intérieur, avec de la bouée, tout ce qu'on veut. On a une petite raclette, on frottait avec la raclette. C'était l'horreur. Alors il fallait absolument passer ces voitures plus lentes qui nous projetaient de l'eau et qui nous empêchaient d'avoir une visibilité correcte. Donc pour la dépasser, il fallait se lancer dans un trou noir, se dire bon j'y vais. Puis, et par moments j'avais du mal à respirer parce que je ne savais pas si j'étais sur la piste, si je la voyais plus la piste. Donc il y avait ça, puis ça glissait, beaucoup d'aquaplaning, même en ligne droite, la voiture partait en aquaplaning.
Mais bon, je crois qu'on a bien fait ça ce jour-là. Petit à petit, cette fabuleuse course de 24 heures arrive à son terme et aux surprises, à cause de la météo catastrophique, c'est une NGT qui est en tête de la course. Une Porsche, la numéro 50, Freisinger. Est-ce qu'elle va garder la tête de la course jusqu'à la fin? Est-ce qu'elle va gagner au classement général? La réponse tout de suite avec Nathalie Pierrard, Vincent Fronsen et Thomas Bastin. L'ultime partie de ces Proximus 24 heures de Spa débutait par des averses intermittentes, de quoi inciter certains teams à prendre des risques en conservant les pneus slick le plus longtemps possible. Ayant repris la piste en 7e position après son bris de boîte de vitesse, la Viper Larbre Compétition entame une sérieuse remontée vers le top 5, non sans frôler à plusieurs reprises la correctionnaire. Pendant ce temps, rien ni personne ne parvenait à perturber la progression de la Porsche Freisinger qui conservait une sérieuse avance sur ses poursuivants, prête à crier l'événement. Je pense qu'il faut faire très attention, de la même façon qu'on l'a fait cette nuit. Maintenant, c'est très long, 4 heures. Et on va s'appliquer à bien rouler et en croisant les droits, en espérant que ça aille jusqu'au bout. Mais bon, c'est déjà une très belle course pour nous jusqu'à maintenant et ça serait super de la finir, quoi. Pas de problème non plus pour la Ferrari BMS Scuderia Italia qui naviguait au 2e rang avec l'espoir d'engranger le maximum de points dans la catégorie GT. Maintenant c'est plus facile la météo, on va garder la voiture, on ne va pas la pousser, et j'espère qu'on va terminer comme ça. La bonne surprise de cette deuxième partie de course venait de la Porsche Cycle Motorsport de Caffi, Chiesard, Rudi et Rosa qui pointaient à une remarquable 3e place finale, non sans rester à portée de tir des Chrysler Viper menant la charge. Et parmi ces dernières, on retrouvait la Zach Speed de Didier de Radiguez, Kurt Mollekens et Pedro Lamy, solidement arrimés au top 5 avec un moteur qui accusait déjà une bonne quarantaine d'heures de course avant le départ du double tour d'horloge ardennais. Une fois en possession d'une nouvelle boîte de vitesse, la plus véloce des Viper Belmondo faisait également sa réapparition dans la première partie du classement. Pierre-Yves Courtals et ses acolytes chassant le top 6. C'est sûr que si on est sur le podium, c'est magnifique pour moi, pour mon coéquipier et toute l'équipe. De toute manière, c'est ce qu'il faut viser. Ici, là, on a vraiment roulé calmement et on a su notre place. Maintenant, c'est dommage qu'on a eu des problèmes de boîte à 9 h du matin parce qu'on pouvait jouer peut-être pas la victoire, mais en tout cas le podium au général. Si les 2 dernières heures de course étaient assez calmes, les ultimes minutes allaient cette année encore être marquées par un coup de théâtre inattendu. De retour à son stand, la Ferrari classée au 2e rang souffrait d'une surchauffe moteur consécutive à un problème de radiateur et la BMS Scuderia Italia de retenir son souffle. On a une fuite sur le radiateur d'eau. Maintenant, ils ont réparé provisoirement avec la colle. Et ils ont rempli le réservoir d'eau plein et puis on espère qu'on va arriver à la fin. Si le bolide rouge frappé du numéro 22 pouvait reprendre la piste, c'était au ralenti. Possédant un tour de bond sur la Porsche Cycle Motorsport, Golin, Capellari, Briner et Calderari parvenaient finalement à préserver leur premier accessite. Preuve qu'une Ferrari 550 Maranello peut désormais rouler 24 heures sans accumuler les problèmes techniques. La Ferrari ralentit, les derniers tours n'étaient que pure formalité pour la Porsche Freisinger en numéro 50 qui créait la surprise en remportant l'édition 2003 des Proximus 24 heures de Spa. Stéphane Ortelli et Romain Dumas se délectant du passage sous le drapeau à damier de leur équipier Marc Lieb. Pour la première fois dans l'histoire des 24 heures Grand Tourisme, une NGT, voiture de la 2e catégorie, a damé le pion aux bolides les plus puissants. Conditions climatiques difficiles, équipage professionnel et terriblement homogène, absence de tout problème technique, soutien discret mais réel de l'usine Porsche. Dans le clan Freisinger Motorsport, rien n'a été laissé au hasard, avec pour résultat une victoire en forme d'exploit. Le succès de la Porsche 996 GT3 RS s'était complété par la 3e place finale de la 72 du Cycle Motorsport, menée à la cravache par les 2 anciens pilotes de Formule 1, Alex Caffi et Andrea Chiesa, qui offraient à leur équipe quelques lettres de noblesse supplémentaires. C'est comme dans un rêve, finir à la 3e place finale avec une NGT, c'est presque incroyable. Je suis très content pour moi, pour les gars et pour l'équipe. Le team Freisinger a également réalisé un travail d'enfer dans ces conditions pour gagner la course. Ils ont fait un sacré boulot, ce qui me comble de joie. Derrière les 3 bolides de tête, c'est finalement l'Arbre Compétition qui remportait le challenge des Chrysler Viper en prenant la 4e place finale, précédant la Zach Speed de Radiguez, Mollekens et Lamy, ainsi que la Belmondo Racing de Courtals, Belmondo, Clerico et Cléré.
Pour être complet, on mentionnera encore au niveau belge la superbe 9e place finale de la Porsche 996 biturbo AD Sport de Vanier Scott, Wouters et Menten, qui précédait de 3 rangs la Porsche 996 GT3 Cup de Sylvie Delcourt et Loïc Demand, lauréat dans le groupe 3. La Chevrolet Corvette C5R de Bouvier & Co parvenait elle aussi à terminer à la 18e place, preuve de la fiabilité relativement bonne du bolide Made in USA. On notera également la présence à l'arrivée de la Lotus Elise de José Claus, Lino Pecoraro et Philippe Ménage, en fait la plus petite voiture de ces 24 heures. C'est donc par une énorme surprise que se sont clôturées ces 24 heures 2003. Sous les apparences d'une Porsche à mâchoire de requin, le petit poussé a vaincu les ogres Ferrari, Chrysler, Lister et Saline. Une bien belle histoire qui figurera en bonne place dans le livre d'or de Francorchamps. Et ben voilà, cette édition 2003 s'est terminée avec une grosse surprise. La petite douche de champagne. Stéphane, comment on se sent après une telle épreuve, après une telle course et avec un tel exploit? On se sent fier pour l'équipe, pour Porsche et pour toute l'équipe Freyssinger, parce que bon, on s'est retrouvé à prendre la tête de la course assez tôt en fait. Après on s'est battu pour la garder. Dès qu'il y avait la pluie, on arrivait à retrouver la très bonne performance. On avait aussi les pneus Dunlop qui fonctionnaient très bien sous l'eau, quoi. Donc on s'attendait à faire quelque chose de grand au fur et à mesure qu'il pleuvait, mais pas comme ça, quoi. C'est vraiment génial. Quels ont été les moments clés de cette course? La pluie. Merci les Ardennes. Merci les Ardennes. Merci beaucoup et encore bravo. Et bien voilà, une fois de plus, le marathon de ces Proximus 24 heures de Spa est terminé. Je crois que toute l'équipe va aller prendre un petit peu de repos maintenant. La semaine prochaine, nous reprenons notre rythme de croisière. Nous vous emmenons à Grandcourt dans le Luxembourg pour un rendez-vous aux courses de côte. Également au programme du MotoGP, du Supermoto au cœur de Charleroi, une belle page de nautisme et un reportage sur le spectaculaire Creuse Ardennes. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien des vacances si c'est le cas. À bientôt, au revoir.